tous. Dans cette séquence, on va inaugurer quelques séquences où on ne va pas parler explicitement de la concurrence parce qu'on a besoin d'introduire un mécanisme de Java, qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres langages aussi, qui est la généricité. En fait, la généricité, c'est une extension d'une notion qui est la notion de macro. Alors c'est quelque chose qui remonte à des temps assez anciens en informatique, en particulier à une époque où on faisait beaucoup d'assembleurs et on avait envie d'avoir des macros qui permettaient de se substituer à des séquences d'écriture un petit peu lourdingues. Donc voilà, c'était quelque chose qui était assez utilisé. Et puis avec des langages même d'un peu plus haut niveau, quoique le C, c'est quelque chose d'assez bas niveau encore, eh bien on disposait de cette fonctionnalité via le préprocesseur. Il y a plein de choses, vous avez l'impression que c'est du C et en fait c'est en amont du C, c'est le préprocesseur qui s'en occupe. On va regarder un petit exemple et en particulier on va jouer avec la syntaxe de C. Donc là ici vous voyez que j'utilise des dièse include et dièse include. En fait ces directives de préprocesseur commencent par dièse et donc quand vous faites un dièse include de stdio.h ou de n'importe quel fichier .h provenant de votre projet, eh bien en fait vous ne le saviez peut-être pas mais vous faites appel au préprocesseur qui va simplement inliner cette séquence-là pour que vous puissiez trouver dans un fichier cohérent l'ensemble des headers qui vont correspondre aux fonctions que vous allez appeler en plus. Donc ici vous voyez que je m'amuse à redéfinir un peu la syntaxe. Le si c'est un if parenthèse ouvrante, le alors c'est un parenthèse fermante accolade ouvrante, etc. etc. Et je continue à jouer avec ce truc-là. Et du coup je peux m'amuser à écrire un programme comme celui-là. Vous voyez que c'est pas tout à fait quand même du C, mais eh bien, lorsque je vais lancer un coup de CPP en faisant ceci, eh bien, il va me substituer les macros et je vais me retrouver avec du code C archi classique, alors qu'en fait, moi, j'avais écrit ceci. Donc ça, c'est une première vision de la notion de macro. Mais bien évidemment, les macros, ça va un peu plus loin. Vous pouvez avoir des paramètres. Et en particulier ici, je définis une macro max avec 2 paramètres et je vais substituer à ce max cette séquence-là. En C, ça veut dire quelque chose. C'est une comparaison. Et si la comparaison est vraie, j'affiche ça. Sinon, j'affiche ça. D'accord ? Et ça, c'est du C tout à fait licite que vous pouvez écrire. Et vous voyez que ici, dans mon source, je vais écrire max AB et pas ce truc-là. Donc je peux estimer que ceci est un petit peu plus lisible. Et idem, si je donne un petit coup de CPP, eh bien lui, il va faire les substitutions, sachant que le max pourra se faire sur des variables différentes, bien évidemment, que celles que j'avais déterminées. Alors, c'est très bien comme mécanisme ces macros, les gens s'en servaient énormément. L'idée c'était, en fait, les macros après ça a dérivé vers les premiers langages de programmation comme Fortran. Fortran ça veut dire Formula Translator. Les gens ils en avaient marre d'écrire tout le temps le même code en langage d'assemblage pour faire des calculs. Et donc ils ont commencé par des macros et puis après ils ont évolué vers Fortran. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on centralise les modifications, je modifie la macro et après, pouf, c'est répercuté partout. Ça permet en particulier, dans plein de langages, on utilise les macros pour définir des constantes ou des choses comme ça. Enfin bref, ça marche pas mal. On sait par exemple, vous faites ça comme ça. Le système a cependant un certain nombre de limites. C'est que c'est assez difficile de vérifier ce qui est substitué et en particulier, vous pouvez dire, mais c'est pas grave, le compilateur le fera. Par contre, comme le compilateur travaille sur du code réécrit, parfois c'est trop tard et en particulier ça rend la compréhension assez difficile. Parce que si vous avez déconné dans votre substitution, eh bien ça peut poser des problèmes. Et en particulier avec des langages qui ne sont pas très typés comme le C, ça peut donner des surprises. Et donc l'idée c'est que avec ce système de macro pur et simple, c'est difficile de donner un cadre strict aux substitutions, spécifier qu'une constante doit être d'un type donné par exemple. Non, il fera une substitution de caractère. Spécifier que par exemple vous avez une fonction macro et que vous voulez substituer un nom de fonction qui va respecter un prototype donné, etc., etc. Bref, il y a zéro contrôle et la compilation ça va être compliqué à gérer.
Donc l'idée c'est de faire évoluer la notion vers ce qu'on appelle la généricité. Alors l'intérêt de la généricité par rapport à la macrogénération, c'est qu'on va avoir un contrôle au niveau des paramètres qui ne sont plus des paramètres formels comme pour les fonctions et les procédures classiques. Le paramètre formel c'est celui que vous définissez dans la fonction et le paramètre effectif c'est celui que vous passez en paramètre au moment de l'appel de la fonction. Idem pour une procédure. Vous allez avoir maintenant des paramètres génériques formels. Et puis vous aurez, lorsque vous allez faire une instanciation qui n'est pas la même instanciation que l'instanciation objet d'ailleurs, vous allez passer des paramètres génériques effectifs. Alors l'idée c'est que vous allez du coup avoir un comportement modèle, un comportement type, qui est un traitement général qui est approprié à un ensemble de concepts, et les concepts vont être caractérisés. Ça peut être des valeurs, ça peut être des types, ça peut être des primitifs, ça peut être plein de choses. Et l'idée bien évidemment c'est que le modèle n'est pas utilisable en tant que tel. Il définit simplement un cadre qui est adapté si vous respectez les hypothèses, mais il va falloir faire une instanciation, une transformation du modèle en disant mais voilà, pour les valeurs ici tu mets peut-être ça et ça et ça, pour les types ça et ça et ça, etc., etc. Donc il y a une forme d'instanciation qui n'est pas l'instanciation d'une classe pour créer un objet, mais qui est la particularisation du modèle vers quelque chose qui va être opérationnel. Donc prenons l'exemple d'un modèle. Ici je veux dire que l'échange d'un contenu de boîte, c'est facile, je prends une boîte intermédiaire, je mets le contenu de la première boîte dans la boîte intermédiaire, le contenu de la seconde boîte dans la première boîte et le contenu de la boîte intermédiaire dans la seconde boîte. La démarche elle est valable pour échanger 2 verres d'eau, pour échanger 2 disquettes ou des disques, exemple à vieillir, ou échanger 2 variables. L'aspect générique c'est le contenu de la boîte. Et en fait, on pourrait dire, tant que je dispose d'une mécanique qui me permet de recopier le contenu d'une boîte dans une autre boîte, pour le type que je vais échanger, ça marche. Donc c'est ça l'hypothèse. La différence avec les macros, c'est qu'on a un contrôle qui est beaucoup plus fin et une classification, on a des types, on a des valeurs, etc., etc. Et en fait, la première expérimentation que je connais sur cette notion de macro, c'est dans le langage ADA. Alors ici, je dis 83, mais 83, c'est la standardisation ISO du langage. Et en fait, les premières versions de langage sont sorties fin des années 70. Donc là, on a eu une notation réfléchie. Et donc ADA a été, je crois, un des premiers langages, je dirais peut-être le premier, mais j'en suis pas certain, a adopté cette notion de généricité et qui ensuite s'est retrouvée dans un certain nombre d'autres langages, on en parlera un peu plus tard. Avant, en fait, comment on faisait? On faisait avec des macros classiques ou éventuellement quand on voulait passer des fonctions ou des procédures en paramètres, avec des pointeurs dans tous les sens, des pointeurs de fonctions, des pointeurs sur des pointeurs de fonctions, c'était pas très confortable et on avait quand même ce côté extrêmement acrobatique de l'absence de contrôle pendant la compilation. Il fallait attendre l'exécution, ça pouvait être délicat. Alors en guise de conclusion, c'est un mécanisme qui est devenu extrêmement classique. Contrairement à ce qu'on pense, il est tout à fait possible qu'il cohabite avec le modèle objet. Alors ADA, dans la première version du langage, n'était pas un langage objet, mais dans des boutures successives, il a introduit un modèle objet, et donc effectivement les deux ont cohabité ensemble. Et dans ADA, on parle de generic unit, generics. Okay. Un autre langage qui a adopté cette notion, mais qu'il appelle template, c'est C++. Et Java, au départ, n'avait pas cette notion. Il a fallu attendre la version 1.5 de langage pour que cette notion soit intégrée. Java était un langage objet et c'est un langage objet qui utilise la notion de généricité. Pour ce qui concerne Java et notre cours, on en a besoin pour utiliser des utilitaires, en particulier des utilitaires pour la concurrence. Donc on va rapidement étudier comment ce mécanisme est mis en œuvre dans Java, puis on étudiera au fur et à mesure des besoins quelques-uns de ces utilitaires qui sont mis à notre disposition. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.